L'amitié, l'amour, la foi, l'art de la communication sont les thèmes principaux de ce film qui retrace 50 ans d'Orangina. Quelle belle histoire, regardez. C'est jaune et c'est dans une bouteille en verre ronde. Bouteille ronde, couleur jaune, orangina. Une bouteille d'orangina. Orangina. 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 C'est de l'orangina. Orangina. Orangina. Ça doit être Orangina, c'est ça? Orangina. Orangina. Vive Orangina. C'est Orangina, bien sûr. L'orangina. 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 Orangina, Orangina. Le mot maître de ce que nous faisons maintenant, c'est se souvenir. En 1934, la rencontre à la foire de Marseille entre un pharmacien, le docteur Trigault, et Léon Beton, spécialiste en essence de fleurs, a donné naissance dans les années 30 à la marque Orangina. Seul soft drink à l'orange a possédé dans sa marque le nom du fruit, Orangina connaît son véritable essor grâce à Jean-Claude Beton. Il donne une réelle impulsion à la marque dans les années 50 en constituant la société Orangina en 1951 à Boufarik en Algérie. Eh bien, c'est Jean qui a eu l'idée de monter l'usine à Boufarik parce que nous avions la possibilité d'avoir les oranges de la région. Jean a fondé cette société avec ses oncles. Son oncle Edmond l'a formé. Monsieur Beton peut dire avec fierté, car il était très honnête, il a toujours été très honnête, il voulait que les comptes soient réglés toujours. Oh, puis au début, il n'y avait pas tellement d'ouvriers, il y avait, je sais pas, 4-5 ouvriers qui étaient occupés à écraser les oranges. Ça se faisait tout à la main au début. La campagne d'orange avait dû durer à peu près 3 mois, mais on avait accumulé quand même pas mal de ce qu'on appelait des tonneaux de châtaigniers paraffinés intérieurement, dans lesquels on mettait du concentré de jus d'orange pour Orangina. À cette époque-là, nous avions toute notre marchandise qui était en fût bois. Et M. Beton était très pointilleux. Quand il voyait un fût mal peint ou mal fait, on se faisait engueuler. Hein. Ayant réuni le produit et la marque, il fallait trouver un emballage. Cette bouteille, il a fallu se battre pour l'imposer, adapter les outils de fabrication, car en étant ronde, elle est unique. Ayant donc les 3 choses, la marque, le produit et la bouteille, nous faisons les essais chez nos amis marins à Blida, c'est-à-dire à 15 km de Boufarik. Avec les groupes d'embouteillage, là on arrivait à faire du remplissage d'à peu près à 14 000 bouteilleurs, surtout en été, parce que c'est là où ça marchait le plus. Et nous distribuions, nous, en ce qui nous concerne, jusqu'à Djelfa, Laguat, Gardaïa. Par la suite, comment Jean-Claude, à ce moment-là, avait trouvé sur Alger Monsieur Montserrat. Nous avons rencontré un homme qui était formidable à Alger, qui était Montserrat. Et lui aussi, en homme de marketing, a très vite pensé que cette bouteille serait la bonne bouteille. Mon père faisait partie des premiers embouteilleurs qui ont commencé l'aventure Orangina dans les années 50. Et les images qui me restent de cette époque, indépendamment de la couleur jaune, indépendamment des éléments techniques liés à la fabrication du produit, aux machines, etc., s'il fallait synthétiser, c'est quasiment le comportement religieux de ces gens-là autour de cette petite bouteille. L'engouement qu'ils avaient, la confiance qu'ils avaient et que diffusait mon père sur ce produit, aujourd'hui, bon, sans parler de secte, mais aujourd'hui, on dirait vraiment que c'est une religion. Et s'il fallait parler de la création du produit proprement dit et du label proprement dit, aujourd'hui, on dirait que ces hommes ont créé une start-up. Il faut penser que quand on vend une bouteille d'Orangina, on doit vendre à l'intérieur de cette bouteille de la publicité. Grâce à Antoine Montserrat, nous avons connu un afficheur
Alger, affilié au groupe Giraudy. Et alors, de temps en temps, le roi venait en Algérie, le roi c'était Jean Giraudy, et c'est là où en 1953, il a fait deux choses. Il a commencé par faire une affiche pour Alger qui était faite par Villemot, qui a eu le grand prix de l'affiche européenne, qui est devenu notre label, qui est cette affiche avec le zeste d'orange. Et il a, en même temps, il m'a présenté dans son bureau aux Champs-Élysées à Paris, il m'a présenté Monsieur Desruolles. Monsieur Desruolles, qui était un homme très avisé dans le métier des boissons sans alcool, et notamment dans les jus de fruits, puisqu'il avait créé une société qui s'appelait Fruits d'Amérique, qui s'appelait Fruits d'Âme. Mon père a commencé à embouteiller l'orangina avec beaucoup de difficultés parce que la petite bouteille ronde sautait, etc. Mais tout le monde y croyait. Ça a plu à tout le monde. On en a trouvé même aux Champs-Élysées tout de suite. On est en train de te vendre des bouteilles d'orangina sur les Champs-Élysées. Et pour moi, c'était la chose la plus belle qui puisse m'arriver, que dans mon petit patelin de Bouffarique, je sache qu'il y avait un homme qui était en train de vendre des bouteilles d'orangina qui étaient bien accueillies sur les Champs-Élysées. Donc, pour moi, c'était quand même déjà un grand succès. Buvez Orangina, boisson gazéifiée, pasteurisée à la pulpe d'orange. Orangina, mieux qu'un soda. Cronenbourg et Orangina a été la boisson préférée du corps expéditionnaire français en Algérie. Donc je pense que le retour de ces jeunes hommes en France, qui avaient découvert ces produits, a apporté, comme on dit, de l'eau au moulin d'Orangina. Et tous ceux qui avaient fait la guerre d'Algérie demandaient de l'orangina parce que c'était la seule boisson qu'il y avait là-bas. Et je pense qu'il nous a aidé, ce contingent nous a aidé énormément à faire démarrer l'orangina. J'ai connu dans les messes des officiers et surtout dans l'armée, en Algérie, la fameuse petite bouteille Orangina qui est apparue dans nos bars. On ne connaissait pas du tout ce produit et ça a été accepté unanimement par toute l'armée. En 1954, les frères Denis nous ont rejoints à Marseille. J'avais un partenaire et qui a été très intéressant dès le début, qui était la famille Mille. La famille Mille, c'était monsieur Albert Mille et son frère, et ensuite Joseph Mille, qui mènent tout ça très bien et qui sont des partenaires de premier plan et qui sont, si vous voulez, des gens très très orangina. Jean-Claude Beton venait nous voir à Perpignan 2-3 fois par an. Nous allions à Marseille, d'ailleurs c'était à la rue de Crimée, nous allions à la rue de Crimée d'abord, à Vitrolles ensuite. Nous allions le rencontrer 3 ou 4 fois par an, ou chaque fois que le besoin s'en faisait sentir. Et je me souviens d'une anecdote de mon père me disait, lorsqu'on va voir Jean-Claude Beton, on va téter. Orangina a largement contribué à la réussite de Brasserie. Ça fait partie des fondations de notre société. Et il me disait, on va voir un petit peu, Brasserie va voir sa mère. En 1953, Villemot, célèbre illustrateur, crée la première illustration pour Orangina. Pendant plus de 15 ans, Villemot a décliné ce zeste d'orange. Et Georges Petit a été à l'origine du secouement de la bouteille d'Orangina. Et Giraudy était très malheureux parce qu'on ne pouvait pas secouer les bouteilles sur les affiches. La naissance du premier film de Jean-Jacques Hano avec le barman qui secoue. La petite bouteille ronde adopte le concept du secouement. Depuis plus de 20 ans, il constitue la base de la communication audiovisuelle d'Orangina, car il explique aux consommateurs qu'Orangina est constitué de jus et de pulpe d'orange et qu'il faut bien les mélanger. C'est normal de le secouer puisque la pulpe de l'orange est à l'intérieur et est tout à fait concentrée en bas. Alors il faut la secouer pour qu'elle se mélange. À partir de cette époque que je situe en 65 peut-être, on a évolué sur des changements de conditionnement.
La grande distribution, ne voulant pas s'embarrasser d'emballage à consigner, à déconsigner, nous a réclamé du verre perdu. Alors le premier verre perdu que nous avons sorti, ça a été la 20 centilitres en lot de 6. Et alors il faut quand même bien se dire une chose, c'est que pendant tout ce temps-là, il n'y avait pas de directeur de marketing et que, si vous voulez, tout était entre les mains d'un ou deux ou trois hommes. Je suis resté 10 ans à la société Orangina, comme inspecteur commercial après, et j'ai quitté la société en 78 pour être antiquaire, parce que j'avais une passion pour ça. Et ce qu'il y a de curieux, c'est que lorsque je parle à des antiquaires, à des amis, de la famille, en parlant d'Orangina, je dis « nous ». Et ça fait 23 ans que j'ai quitté la société, et j'ai toujours cette empreinte d'Orangina qui ne me quittera pas, je crois, jusqu'à ma mort finalement. L'esprit Orangina, c'est, comment dirais-je, c'est Orangina. On est Orangina ou on n'est pas Orangina. Quand on est Orangina, on est vacciné pour Orangina, tout le restant de ses jours. Puisqu'à l'heure actuelle, je peux le dire, ça fait 12 ans que je suis à la retraite, et je cause d'Orangina comme si j'étais encore Orangina. Le lien que nous avons eu avec Orangina était tellement fort qu'on n'a jamais considéré Orangina ni comme un travail, ni comme une réussite professionnelle, mais comme quelqu'un qui faisait partie de notre famille et de notre style de vie. Orangina rejoint en 1984 le groupe Pernod Ricard. La petite bouteille ronde, par ce rapprochement, souhaite satisfaire ses ambitions, parcourir le monde. Un rêve restait à réaliser, Orangina. Et c'est celui que nous avons fait ensemble avec Jean Beton en 1984. Pour Pernod Ricard, qu'il n'y avait-il de mieux que cette grande marque de sans-alcool française, dont le charme, l'image, le rayonnement était pour nous le meilleur vecteur de nos ambitions, pour en faire une marque encore plus grande, non plus nationale, mais internationale. 1984-1985, c'est l'arrivée de Pernod Ricard chez Orangina. Et il faut s'imaginer ce qu'a été cette arrivée de Pernod Ricard, avec la nécessité pour Jean-Claude Beton, indiscutable et formidable créateur de cette marque, d'avoir à supporter peut-être les contraintes d'un grand groupe comme Pernod Ricard. Et j'ai été l'homme qui était chargé de faire ça. Et je dois dire que mes rapports avec Jean-Claude Beton ont toujours été excellents, même si nous n'avions pas forcément la même culture et les mêmes racines. L'activité industrielle, je la résumerai par l'ouverture de SECO, le centre d'élaboration des concentrés Orangina. Et puis, à partir de 1987, c'est une intense activité marketing qui caractérise Orangina et Orangina France. D'abord, c'est le rachat de l'Igloo, cette petite société qui permet à Orangina de rentrer dans le marché de la distribution automatique. Et puis, c'est naturellement le lancement de toutes sortes de petits frères de l'Orangina standard, que sont Orangina Light, première boisson édulcorée en France, et puis Orangina Plus. Mais à partir de 87, c'est également un grand virage en termes de communication et de publicité. Et au secouement succède le sudisme, un profil sud caractérisé et symbolisé par des jeunes femmes qui constituent la majorité de la consommation d'Orangina, des jeunes femmes belles, sensuelles, généreuses, et qu'on habillait dans des robes jaunes à pois noirs, qui fut, je le souligne, l'invention de Françoise Beton. Cette communication sud a débuté en 88 avec un film Le Scooter. Et le mannequin principal du scooter avait une petite robe jaune à pois noirs.
C'est de là donc où est né la robe jaune à pois noirs, que l'on retrouve après en 89 dans le clip de la Lambada, puisque nous avons tourné le clip de la Lambada avec toute l'équipe de TF1. Et là, Orangina donc a imposé que les danseuses s'habillent avec cette petite jupette jaune à pois noirs. Avec Orangina, la une mène la danse. Je voudrais dire que j'ai quand même eu deux grandes chances dans ma carrière professionnelle. C'est d'abord de prendre le relais de Jean-Claude Beton, et ça c'est quelque chose de formidable. Et puis ensuite, de travailler pendant de nombreuses années avec Jacques Pfister, qui était mon directeur général, mais qui, bien entendu, a pris mon relais. Et quel relais, puisque c'est l'homme qui voit rouge, c'est l'homme qui a su donner une très grande impulsion à Orangina, et je suis franchement content que ce soit lui qui l'ait faite. Alors j'ai reçu le bijou, le joyau Orangina des mains de Michel Fontane, en fait en deux temps, d'abord sur la France et ensuite sur le monde. Et le mot d'ordre que j'ai reçu de Jean-Claude Beton et de Patrick Ricard, il était très simple: faire fructifier l'héritage Orangina. On a travaillé sur 3 axes avec passion. Le premier axe, ça a été la modernité. La modernité d'Orangina, on ne peut pas oublier les hommes bouteilles. Quoi le texte? Même joueur joue encore. Il faut bien secouer. Orangina! Sinon la pulpe, elle reste en bas. Les hommes bouteilles, ça a été l'idée géniale de Young et Rubicam, qui font maintenant, je dirais, partie de la saga Orangina. Alors avec les 2 hommes bouteilles qui sont sur la table, là, qui sont mes gardes du corps, que je garde précieusement tous les jours avec moi, il y a une chose qui est claire, c'est qu'il faut être humble, on n'a strictement rien inventé. Tout a été inventé avant, il y a bien longtemps. Et l'invention, c'est le secouement. Les hommes bouteilles, ce n'est qu'une réinterprétation du secouement. Et ce qui est formidable avec ça, c'est que c'est ça qui rend la marque vivante, c'est ça qui fait que Orangina, qui est une marque avec laquelle on est né, avec laquelle on a grandi, est toujours une grande marque aujourd'hui et sera encore une grande marque dans plusieurs années. Le deuxième axe, c'était la conquête. Bon. La conquête, c'est normal dans nos métiers. Conquête de nouveaux territoires à l'étranger, donc pour poursuivre le travail de Michel. Et puis, la conquête, c'était aussi sur le marché français, le coup de tonnerre du référencement chez McDonald's. Arrête, Big Mac! Bah quoi, Mac Deluxe? Il faut bien le secouer! Oui, je sais, sinon la pulpe, elle reste en bas. Mais là, tu l'étrangles! Maintenant, on trouve Orangina chez McDonald's! Oui. Et puis, je peux vous dire qu'on y est bien reçu, hein. Et ça a été un véritable tremblement de terre dans le petit monde des boissons et de notre métier. Et puis enfin, le troisième axe, le troisième volet, ça a été l'innovation. Alors l'innovation, c'est quoi? Je crois que ce qu'on a essayé de faire, c'est de d'étendre un petit peu, d'accroître le spectre d'Orangina. On a lancé Orangina Rouge. Orangina Rouge qui a été un grand succès, qui a véritablement apporté à la marque Orangina, là aussi, un petit coup de jeune. Le pauvre. Orangina Rouge à l'orange sanguine. Mais pourquoi est-il aussi méchant? On a lancé récemment les givrés, qui sont des petits cousins d'Orangina. Et puis tout dernièrement, ça a été l'absorption de Pampril qui nous a permis de constituer aujourd'hui le premier groupe de boissons aux fruits en France. Orangina a 50 ans et Orangina est en pleine forme.
pleine forme. Et je crois que ce que je trouve merveilleux, c'est qu'Orangina a réussi à garder ses valeurs, ses racines, dont on a parlé, dont tout le monde parle, et en même temps s'est donné des ailes. Des ailes pour une conquête nouvelle. Je crois qu'on est, avec Orangina, en route maintenant vers de nouvelles aventures, sans doute plus internationales, mais qu'Orangina a la capacité et la puissance pour réussir dans cette nouvelle conquête. Voilà. Orangina, c'est à la fois un succès, une victoire personnelle, économique, pour notre région et pour notre pays. La saga de Jean-Claude Béton, c'est extraordinaire. Depuis 1951, là-bas, à Boufarik, aux portes de la Mitidja, puis cette implantation ici en France, à Marseille, en 1956. Et ensuite, étape par étape, tout ce succès qui fait rêver, et qui me fait même rêver à la plantation d'orangers aux portes de Marseille, si c'était possible. Nous n'avons pas eu les orangers, nous avons eu les petites bouteilles. Alors ce succès, la ville de Marseille se doit de l'honorer. Et son maire est heureux de le faire, car des hommes d'entreprise, des hommes d'envergure, des hommes de passion, des hommes de devoir, il n'y en a pas beaucoup. Et ceux que nous avons sont exemplaires. Et si aujourd'hui, l'initiative, le groupe de Jean-Claude Béton est maintenant dirigé sous les auspices de Patrick Ricard, il y a là aussi, et chacun y pensera, un rapprochement entre les deux hommes, entre Jean-Claude Béton, qui a fait Orangina, et Paul Ricard, qui a fait tout ce que l'on sait à Marseille, dans notre région, au Castellet, à Signes et en France. Et voyez-vous, quand j'écrirai un jour mes mémoires dans ma vie politique, je n'omettrai pas d'écrire quelque chose qui a été pour moi un événement considérable dans ma vie. Quand j'étais membre du gouvernement, quand j'étais ministre, j'ai pu donner et remettre moi-même la cravate de commandeur de la Légion d'honneur, une des plus hautes distinctions de la République française, à la fois à Jean-Claude Béton et à la fois à Paul Ricard. Et ce fut pour moi un événement extraordinaire et extraordinairement heureux dans ma vie. Aujourd'hui, je dois dire que j'ajoute à cela des sentiments d'affectueuse amitié avec Jean-Claude Béton, que je consulte, auquel je demande son avis souvent sur l'évolution économique de la ville. Nous sommes amis et j'en suis fier. Quand je pense à Jean Béton, je pense à mon père. Parce que nous leur devons beaucoup. S'il n'y avait pas eu Jean Béton, qui a créé Orangina, qui a cru formidablement dans ces petites bouteilles rondes et dans son formidable produit, eh bien nous ne serions pas là aujourd'hui, comme s'il n'y avait pas eu mon père, comme s'il n'y avait pas eu tous les gens qui ont créé les marques qui forment Pernod Ricard. Merci, créateur que vous êtes, créateur que vous resterez. Bien, je ne peux pas parler d'Orangina sans parler de Jean-Claude Béton. Dans tout succès d'affaires ou de marques comme Orangina, il faut un pionnier, et nous ne serions pas là, et je ne serais pas là si il n'y avait pas eu des pionniers qui ont développé cette marque, et Jean-Claude Béton et ce pionnier extraordinaire, encore vert, encore jeune, puisque ce que j'apprécie beaucoup chez Jean-Claude, c'est qu'il est encore un spectateur très attentif, parfois critique,
mais très souvent très positif pour nous aider à développer, à faire preuve d'imagination pour cette marque magique qui est Orangina. Les relations que j'ai eues personnellement avec Jean Beuton sont des relations très anciennes. Je n'oserais pas dire que c'est un ami de 30 ans, parce que la formule a été largement galvaudée par les politiques, mais c'est un ami de tout court. On voit que cet homme qui a vécu là-bas dans ce pays, comme beaucoup de gens que j'ai connus à l'époque, en 1960-61, sont des gens qui étaient créatifs, qui voulaient faire quelque chose, et je pense que M. Beuton a fait une réussite exceptionnelle. Sa réussite chez Orangina, c'est parce qu'en fin de compte, il avait le sens des affaires, la gentillesse, l'opportunité, tout ce qu'il fallait pour réussir. Il a réussi parce qu'il a toujours cherché l'excellence, le plus haut taux de jus d'orange, avec le meilleur jus d'orange, le plus coloré, la meilleure épice qu'il fallait au niveau dans le secteur, doublé d'un don au niveau du marketing grâce à Villemot, Publicis, il prenait les meilleurs. Reconnaître que Jean-Claude Beuton, c'est quand même quelqu'un qui est très fidèle en amitié, et c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Dans les épreuves, il est présent, et il est présent d'une façon discrète et efficace. Et pour tout ça, on ne peut que le remercier. Je crois qu'il a été un garçon exceptionnel sur le plan de tous les collaborateurs qui l'ont entouré, dont la plupart ont été ce qu'on pouvait appeler à l'époque rapatriés, et retrouvés avec lui une situation en France. Et je crois qu'il n'y avait ni contrat, ni comme on aurait eu aujourd'hui, mais simplement une parole morale. Et je pense que ça mérite vraiment d'être souligné. Ça, j'oublierai jamais. Orangina, c'était mon sauveur. Ça a été toujours un père pour nous, hein. Pour nous, pour ma fille et avec mon épouse, là. On n'a pas eu d'arrêt, quoi. On est arrivé à Marseille, je suis arrivé, il m'a tout de suite repris. Je pense que ce sont des très très belles années qui se sont passées avec de l'amitié, du travail, de la considération. Et je reviens toujours à ce mot, beaucoup d'humanité. Une affaire comme celle-là devenait une famille pour ceux qui y travaillaient. Grâce, d'une part, à Jean-Claude Beuton, mais il y avait aussi, il ne faut pas l'oublier, et s'il est là-haut et qu'il me voit, je dois le signaler, j'ai beaucoup aimé son père. Monsieur Jean demandait énormément à son personnel, mais savait très bien le récompenser. Et pour moi, c'est un homme qui a du talent, et c'est un homme qui a, disons, qui a des sentiments humains. Et alors, curieusement, quand on lui faisait les réflexions sur sa bouteille, qui était une non-sens apparemment, quoi, ça le gênait, mais on sentait que c'était son côté inébranlable, et que rien à faire, il reviendrait sur la forme de la bouteille. Je dirais que c'est un homme d'abord, c'est un grand travailleur, d'une très grande honnêteté, et puis je dirais c'est un génie secoué. Jean a beaucoup de volonté, il est très affable, il aime beaucoup sa famille, et moi je l'aime beaucoup. Mon mari qui a mis une petite orange dans la main de Françoise, une petite orange dans la main d'Éric, pour symboliser le lien que nous avons toujours eu avec Orangina. Il a fait encore avec Louis, et quand Louis est né, mon mari lui a mis une petite orange dans sa main. C'est à toi, Papounet, que j'irai expliquer comme je suis malheureux, comme tout est compliqué. Toi, tu m'écouteras, tu me comprendras, et où serais-je mieux que blotti dans tes bras? Je voudrais que tu saches maintenant, cher grand-père, combien ton petit-fils de toi peut être fier, et si je suis Valois, je suis aussi Beuton. Je porterai très haut les couleurs de ton nom. Papounet, on t'aime.